Et quand on fait une enquête où on aide un esprit, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Il faut jamais être irrespectueux, je dirais. C'est un peu la règle de base à chaque fois qu'on touche au niveau du spirituel ou du défunt. Il faut jamais être irrespectueux. Parce que les personnes qu'on va contacter, que ce soit en Ouija ou par TCI ou transcommunication instrumentale ou enfin d'autres principes, déjà il y a des gens qui sont vivants et qui ont le souvenir de ces personnes-là, donc qui ont quand même une peine qui est en eux, c'est sûr, puisque c'est des personnes décédées, défuntes, on a toujours de la peine par rapport aux défunts. Donc il faut être quand même respectueux vis-à-vis de ça. Et en plus, ça permet d'avoir une communication correcte avec les défunts, puisque je pense que c'est un peu comme les humains. Hein. Si on fait le connard avec quelqu'un, on n'aura pas une bonne communication, alors que si on est respectueux, qu'on parle avec une certaine réserve, on arrive à avoir une communication qui sera beaucoup plus agréable et qui partira toujours sur de bien bonnes bases que sur quelqu'un qui va, comme j'ai vu des fois, provoquer un esprit en l'insultant ou des trucs comme ça. Ça, je trouve ça insupportable. Parce qu'on n'a pas à provoquer un esprit, à l'insulter ou à faire un truc comme ça. On n'est pas là pour insulter les esprits, on est là pour les aider. Donc, enfin, voilà. Ouais. Du respect. Ouais. Il faut faire ça avec... en ayant toujours un peu ce truc de recueillement, quoi. Comment savoir qu'on a un esprit chez soi? Là, c'est... Alors, il y a cette histoire de température dont je parlais tout à l'heure. S'il y a des poches de froid, où on va dire qu'il n'y a aucune raison, si la pièce est bien chauffée, bien isolée, qu'il n'y a pas de courant d'air, évidemment, et qu'à un moment, on ressent du froid il faut que la température, quand même, soit entre moins 6 et 10 degrés par rapport à la température de la pièce, hein, quand même. Hein. Donc, si on a ce genre de phénomène, après, si on a, comme on disait tout à l'heure, des ampoules qui clignotent un peu pour rien, des bruits de portes qui claquent ou des portes qui claquent, ou des choses qui sont pas normales, qui nous amènent à penser que vraiment il y a quelque chose de particulier, quoi. Des bruits de pas ou des odeurs spéciales. Des fois ça se manifeste aussi par les odeurs, ou qu'on sent vraiment une présence. Et quand on a un petit peu tout ça réuni, on peut vraiment penser qu'il y a un fantôme chez soi. Alors des fois ça peut arriver quand on aménage quelque part, ou que des fois ça arrive quand on fait des travaux quelque part, puisqu'on dérange un peu les murs, et ça apparemment ça aurait tendance à réveiller ce qui est resté un peu bloqué. Mais ouais, quand on a ce genre de phénomène, oui, effectivement, là, il faut se poser des questions. Après, si la personne elle est passionnée par ça, elle peut très bien faire le chasseur de fantômes elle-même, hein. Et essayer de voir d'où est-ce que ça provient. Pourquoi il y a tout ça, pour quelle raison ça se produit. Essayer de creuser un peu, quoi. À voir avec l'historique de la maison aussi. Ça, c'est le travail du chasseur de fantômes. De voir un peu, faire une enquête de voisinage, voir avec les archives. Essayer d'en savoir plus sur l'endroit. Pour voir ce qui s'est passé. Et si jamais demain il y a des personnes sur la route, admettons, entre Digne et Nice, ouais, qui observent une dame en blanc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'arrêter ou alors ça dépend. Continuer leur chemin? Ouais. Alors c'est sûr que s'ils s'arrêtent pas, voilà, tu continues ta route et puis voilà, tant pis, je veux dire, il se passera rien, quoi. Si tu t'arrêtes, que tu décides par une âme charitable de prendre une dame blanche et que c'est pas un humain, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que cette entité qui est très matérielle, très matérielle, qui ressemble à un humain à 99%, qui ne parle en général pas, quand elle va se rapprocher de l'endroit où elle est décédée, c'est-à-dire sur la route, hein, en général un virage, un truc comme ça, un endroit dangereux, elle va dire qu'il faut ralentir, et arriver au point culminant de son accident, elle va crier et disparaître. Et c'est là où les gens hallucinent et puis ils se disent elle est peut-être sautée par la fenêtre ou par la porte. Ils s'arrêtent, ils essayent de comprendre ce qui se passe.
Et quand ils vont faire la déposition à la gendarmerie, ils s'aperçoivent que c'est un cas qui est redondant et que c'est pas la première fois que ça arrive et que ils sont habitués, ils savent que ce phénomène existe. Alors comment sortir la Dame Blanche de son cercle infernal? Ben, alors j'avais une théorie là-dessus, il n'y avait jamais aucun auteur qui a planché là-dessus pour essayer de délivrer un tel fantôme, puisque c'est un cas très particulier quand même. Mais j'avais lu un bouquin sur les navires fantômes, où un jour ils avaient réussi à faire cesser la hantise d'un navire fantôme en réunissant la famille au port. Tu vois, histoire de bien faire comprendre à l'âme décédée, enfin la personne décédée, donc à son âme, qu'elle n'est plus là, et que la famille prend conscience, lui montre bien qu'elle n'est plus là. Donc histoire de lui dire qu'il faut qu'elle continue son chemin, quoi. Et peut-être que c'est la solution pour les Dames Blanches, que c'est de réunir la famille à l'endroit où il y a eu l'accident, puisque c'est là où elle erre, et de montrer, de faire une sorte de messe, tu vois, un truc qui une commémoration en sa mémoire, quelque chose qui montre vraiment que on sait qu'elle est décédée, et on le montre pour que l'entité puisse se dire, mais attends, là il y a un truc qui va pas, je suis dans un cercle émotionnel qui m'a emprisonné. Parce qu'une entité, c'est ça, en fait, c'est une émotion. Elle n'arrive pas à se gérer avec nos critères à nous. Une entité n'est qu'émotion. Et ouais. Ouais. Et donc elle voit les choses, mais d'une manière différente à elle, différente de nous, quoi. Ouais, le matériel employé aussi, je peux te parler. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Le matériel employé, en plus, ça intéresse toujours les personnes qui veulent se lancer ou qui se posent des questions sur la chasse aux fantômes. Alors, il y a différents types de magnétophones que j'ai. Il y en a un, c'est un très très vieux magnétophone qui était employé à l'époque, c'était un Philips, pour faire les transcommunications instrumentales. Il y en a un autre plus petit, avec des cassettes format classique. Ben, c'est avec ça que j'ai enregistré la voix au rond-point. Il y a un autre dictaphone numérique, celui-là, qui peut enregistrer jusqu'à 37 heures d'enregistrement. Après, j'ai un thermomètre infrarouge, qui ressemble un peu à une sorte de pistolet, là, avec des visées laser, qui permet de bien voir là où... C'est bien ça, c'est pas mal, c'est performant. Il y a un EMF. Alors le EMF, ça signifie Electromagnetic Field, c'est un détecteur de champ électromagnétique qui permet de voir juste les variations du champ électromagnétique. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a impérativement un fantôme, et c'est là où il faut faire très attention et pas imaginer tout et n'importe quoi. C'est qu'il y a des fois des sites où il y a des installations humaines qui font ces variations de champ électromagnétique. Et donc, ce qui permet, a priori, ce qui permet de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, c'est quand il y a une variation qui se fait, où l'aiguille, elle bouge, c'est-à-dire que ça diminue, ça remonte, ça diminue, et là, c'est étrange. Par contre, si on s'approche d'un endroit, que l'aiguille monte, et qu'elle s'arrête quand on s'arrête de bouger, et qu'elle redescend quand on s'éloigne d'un point, c'est que là, c'est une installation manifestement qui est humaine, et on peut se dire qu'il y a, je sais pas moi, un compteur électrique, un fil qui passe en dessous. C'est ce qui fait que si à chaque fois qu'on se rapproche, ça monte, et qu'on se retire, ça redescend, bon ben, c'est qu'il y a une installation humaine. C'est ce qui permet un peu de faire la différence. Et après, comme autre matériel, ben oui, une planche Ouija, pour pouvoir communiquer aussi, hein. Un caméscope qui fait night shot, donc avec un éclairage infrarouge. Bon, tout un tas de systèmes qui me permettent de poser la caméra, d'avoir un renvoi d'image sur mon ordinateur pour pouvoir ne pas être forcément dans la pièce pour poser la caméra et observer d'un autre point. C'est un truc qui initialement est utilisé pour avoir la télé dans plusieurs pièces. Et j'ai un peu bidouillé avec un système qui fait pour pomper les cassettes vidéo. J'ai pris un raccordement et en fait le bidouillage a marché. Donc j'ai pu faire ce que je voulais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Thermomètre, ça j'ai dit. Après tout un peu de protection aussi, hein, quand même. Hein.
les grandes protections classiques, du gros sel, un peu d'eau bénite. Ça c'est plus spécifique quand même. Mais c'est les gros... dans tout, à chaque fois qu'on parle de protection, c'est des choses qui ressortent. Mais bon, ça c'est vraiment... on s'en sert jamais puisque... moi je connais pas de cas à part dans les films ou dans certains documentaires, mais qui sont... où on peut douter de la véracité, où on voit qu'une entité est féroce et qu'elle s'attaque aux gens. Bon. Ça existe, hein. Il y a eu des cas où il y a eu des choses comme ça, mais à ce moment-là, c'est pas pareil. Là, on prend d'autres dispositions, mais dans la majeure partie des cas, les entités veulent être aidées pour pouvoir partir et non pas défoncer la personne qui est là. Ouais, sinon, je suis sûr que j'oublie des trucs, hein, des multiples bloc-notes, du talc pour un peu marquer une zone pour éviter les fraudes, par exemple. Tu balances du talc, si tu vois des traces de pas, des mauvaises traces de pas de quelqu'un qui a voulu te faire une mauvaise farce, bon ben voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Thermomètre, ouais, des différents thermomètres. La Spirit Box, non, que t'as, non? Oui, tiens, la Spirit Box. Alors le principe de la Spirit Box, pour ceux qui connaissent pas, ben c'est un peu le format d'un iPhone là. Tu tires une petite antenne et ça te capte les ondes radio FM, tu vois, des trucs comme ça. Et tu peux choisir le taux de balayage de fréquence, c'est-à-dire si tu préfères que ça balaye, alors je pense que c'est par minute, hein, 150 fois par minute, donc ça fait une sorte de hachurage, ça fait tchic, 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 tchic. Et quand tu poses des questions, il y a certains mots des fois qui ressortent un peu, et on dit que les entités se servent de différents sons pour pouvoir former ce qu'elles ont envie de dire. Et c'est vrai qu'avec la Spirit Box, le problème c'est qu'il y a beaucoup de bruit à cause de ce hachurage, et que c'est dur des fois de faire la différence entre un bruit parasite et vraiment ce qu'on pourrait retirer. Alors qu'avant, la transcommunication ne se servait pas de ça, on se servait de bruit blanc, ou de l'eau ou du vent. Mais souvent c'était de l'eau ou du bruit blanc. Ou parfois des radios en langue étrangère aussi. Et là, à ce moment-là, quand il y avait quelque chose qui répondait, c'était vraiment très clair. Parce que là, il y a peu de bruit parasite, et donc du coup, si tu as une voix, c'est que vraiment, il y a eu une communication. Il y a le père François Brune qui a beaucoup marché avec ça, qui a écrit pas mal de bouquins, qui s'est intéressé au cas de transcommunication instrumentale avec les magnétophones, avec Monique Simonet, Adolphe Homs, qui ont été un peu les précurseurs de tout ça là, et qui ont atteint des niveaux qui sont super performants, quoi. Qui ont écrit de multiples livres là-dessus. Ouais. Donc la Spirit Box, ouais, c'est un jouet assez récent que j'ai eu là, que je me suis fait comme cadeau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Multiples thermomètres, hein. Il y a le thermomètre infrarouge, mais le thermomètre classique aussi. Ah oui, j'ai un petit jouet aussi, c'est une clé USB qui enregistre la température. Alors ce qui est très très bien, c'est que ça prend 30 000 points, donc tu peux sélectionner toutes les secondes, ça te fait 30 000 fois, et donc tu poses ça dans une pièce, tu t'en fous, tu le laisses tourner, et pendant 30 000 secondes, donc ça te prend la température ponctuellement, tac, tac, toutes les secondes. Donc après, tu peux voir si dans une pièce, par exemple, il y a eu une chute de température importante. Sinon, je crois qu'on... Oh ouais, bah après, il y a l'appareil photo numérique, un classique, où j'ai acheté un filtre infrarouge. Donc ça, c'est pour faire les photos plus de journée. Et j'ai eu des résultats, déjà. Des grosses sphères. Grosse énorme sphère, dans un cas qui s'était produit sur Mons, où en fait là j'ai fait un travail de chasseur de fantômes, et je crois que c'est l'affaire la plus facile, la plus simple que j'ai eue, parce que depuis que je suis passé, après il s'est plus rien produit,
Mais il a fallu tout simplement que je discute, parce que souvent ça, il suffit de discuter comme on discuterait avec un ami. Hein. J'ai discuté avec l'entité, que j'ai pas vu directement. Je me suis adressé, si tu veux, je sais qu'il y avait une personne qui s'était pendue dans une pièce précisément. Donc j'ai été dans cette pièce, j'ai pris des photos avec le filtre infrarouge en pleine journée, et j'ai vu des grosses sphères énormes. D'ailleurs, je me demande si elles sont pas sur mon site. Et après, pendant la nuit, j'ai posé ma caméra infrarouge. Bon, il y a rien eu de spécial. Mais juste avant, j'ai quand même été dans cette pièce précisément qu'aimait le mec qui s'est pendu. Et il s'est pendu dans cette pièce, donc sa pièce préférée, tu vois, où le gars s'est pendu. Et j'ai discuté, je disais, vous savez, il y a des personnes qui vivent ici maintenant, elles ont un peu peur, donc il faudrait que vous trouviez votre chemin vers la lumière, tu vois. Enfin, j'essayais d'un peu expliquer que il faut qu'ils partent, quoi. Alors il faut pas, toujours pareil, en restant très respectueux. C'est pas le chasser à un coup de pied au cul, on n'est pas là pour ça. Mais en essayant de faire comprendre que sa place n'est plus ici, parce que lui finalement il est en souffrance, puisqu'il reste dans un endroit où il peut rien faire, il n'a pas d'évolution possible, et les personnes qui sont là ressentent une présence, qu'il y a quelque chose, et le vivent mal aussi. Et d'après ce qu'on m'a dit, comme retour d'information, c'est que depuis, les personnes ne ressentent plus aucune gêne dans le sous-sol. Que penses-tu du paranormal en France, actuellement? Alors le paranormal en France, ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on voit beaucoup de groupes qui se forment. Ce qu'il y a, c'est que dans ces groupes-là, je veux pas être médisant en disant je suis le meilleur, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis pas le meilleur. Et puis les petits jeunes qui forment des groupes, c'est pas parce qu'ils sont jeunes et qu'ils forment des groupes que c'est de la merde. Mais je veux dire qu'à un moment, quand on fait quelque chose, il faut le faire sérieusement. Alors il y a du bon comme du mauvais, hein, comme à chaque fois. Il y a des groupes qui vont très bien travailler et qui vont être très consciencieux et qui vont faire du très bon travail. Et il y en a d'autres, beaucoup moins, où ils vont avoir des autocollants et des t-shirts avant d'avoir fait une enquête, quoi. Donc à ce moment-là, c'est sûr que c'est très moyen, parce que les gens, quand ils font... Déjà, les gens sont frileux en France sur le sujet du paranormal. Ils ont beaucoup de mal à se confier. Et à partir du moment où ils se confient, si en plus de ça, ceux qui viennent chez eux sont des baltringues, ça complique beaucoup la tâche, parce qu'après ils feront plus confiance et ils vont rester malheureusement avec une indécision et quelque chose qui va leur poser souci, quoi. Alors soit ils vont déménager et puis voilà, soit ils vont appeler un autre groupe, et en ayant des chances à ce moment-là que ce soit des personnes qui fassent ça bien. Comment vois-tu l'avenir du paranormal en France? Alors ce que j'espère, c'est que effectivement, comme il y a de plus en plus de groupes qui se forment, c'est qu'au fur et à mesure, parce qu'il y a en plus de ça, il y a des nouveaux, on va dire, jouets en paranormal qui sortent. Là, le dernier jouet, entre guillemets, que je vais essayer de me procurer, mais qui est assez cher, c'est une caméra full spectre. C'est-à-dire que c'est une caméra qui voit autant les infrarouges que les ultraviolets. Ça prend vraiment toute la gamme. Et là, c'est le dernier truc qui est sorti. Avant, il y avait eu la Spirit Box pour pouvoir communiquer avec les entités et faire des TCI, transcommunication instrumentale. Mais là, le dernier truc, là, c'est les caméras et appareils photo full spectre. Et ça m'a l'air d'être pas mal. C'est une très bonne idée. Alors, ce que j'espère, c'est que au plus ça va aller, au plus les mecs vont être un peu pointus et faire ça bien. Tu vois, vraiment faire ça dans les règles de l'art et penser que c'est pour aider une entité et des gens, mais pas penser que c'est pour se donner un frisson ou passer une nuit comme ça à faire style je suis un chasseur de fantômes alors qu'ils font de la merde. Parce que ça se voit. Quand il n'y a qu'à regarder quelques vidéos sur internet, on voit de tout. On voit des gens qui font ça bien et d'autres qui font que de la merde. Donc l'avenir, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Ça va aller un petit peu plus dans vraiment des passionnés qui vont vraiment se rencarder sur le sujet, qui vont travailler le truc. Il y avait un bouquin que je recommande, c'est d'Eric Fearson, le guide du chasseur de fantômes, qui est très très bien, avec une bonne philosophie. C'est un mec qui est vraiment il est passionné, quoi. Il a vraiment le truc. Ouais.
Et dernière question, alors celle-là elle est difficile à répondre. Quel conseil donnerais-tu aux futurs chasseurs de fantômes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore nés? Ah ouais, ceux qui sont pas encore nés. Ouais. Alors aux futurs chasseurs de fantômes. Oh, ils auront certainement des beaux jouets aussi. Oui, ils auront sûrement de bien meilleurs jouets, ouais. Mais c'est de. Oh, ben ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on fait pas ça pour s'amuser, on fait pas ça pour se marrer, on fait ça pour aider les gens, on fait ça pour aider les défunts. C'est pas quand on dit chasseur de fantômes, en fait, c'est un terme qui est pas adéquat. Ça sonne bien, mais c'est pas. En fait, on chasse pas un fantôme, on aide un fantôme à sortir de son état de errance. Et pour l'aider à sortir de son état de errance, il faut trouver la raison pour laquelle il est resté coincé. Et à ce moment-là, oui, on peut l'aider pour qu'il s'en aille. Et ça aide et l'entité elle-même qui est coincée, et les gens qui vivent avec ça. Donc aux futurs chasseurs de fantômes, je dirais, restez prudents, restez humbles, et surtout faites des enquêtes consciencieuses et avec sérieux, quoi. Si par exemple quelqu'un a un phénomène, on va dire ectoplasmique, poltergeist ou autre chez lui, ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, déjà, si la personne elle a ce type de phénomène, alors, le premier truc, c'est que je sais que c'est facile à dire, mais il faudrait ne pas avoir peur. Et je sais que c'est facile à dire parce que quand on n'est pas confronté à ce truc-là tous les jours, quand il arrive quelque chose de paranormal, c'est certain que la première réaction, c'est d'avoir peur. Ce qui est normal, hein, ce que je comprends, hein, quand tu ne connais pas quelque chose, tu en as forcément peur. Mais par exemple, j'ai dans l'optique, j'ai un souvenir d'un témoignage où il y a des personnes, par exemple, qui voient une entité. Et cette entité, elle marche et en fait, elle invite les gens à la suivre. Mais sauf que les gens, quand ils voient l'entité, ils en ont peur et se cassent. Donc, alors que l'entité, ce qu'elle veut, quand il y a des bruits de porte ou des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, des trucs comme ça, ce qu'elle veut, c'est communiquer. Mais nous, on le conçoit pas comme une communication, on le conçoit comme quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et du coup, on en a peur. Donc, à partir du moment où on en a peur, la communication est rompue. On pourra jamais faire comprendre ce que veut l'entité si on s'en va, quoi. Alors que si tu es là et tu essayes de comprendre pourquoi il y a ces agissements, à ce moment-là, tu peux avancer et essayer, et tu peux aider, faire le travail du chasseur de fantômes, aider l'entité à se sortir de cet état où elle est en errance. Si tu arrives à comprendre pourquoi elle est là, c'est que tu la suis, par exemple. Elle va t'indiquer un endroit où elle va te faire comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, tu pourras résoudre son problème. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que quand il y a des bruits ou des sortes de manifestations étranges, la première réaction c'est d'en avoir peur, ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Aussi, tu m'as dit qu'il fallait noter aussi. Ah oui, très important. Ouais, très important. Il faut toujours noter tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive en paranormal, il faut tout noter avec le plus de précision possible. C'est-à-dire l'heure à laquelle c'est arrivé, à quelle période de l'année c'est arrivé, si c'était le soir, la nuit totale, s'il y avait des nuages, du brouillard, n'importe quoi. Tout ce qui peut donner le plus de précision possible. Comme ça permet déjà si on n'y connaît pas soi-même suffisamment, de pouvoir donner des informations précises à la personne qui va venir. Et si on s'y connaît, ça permet de faire des recoupements d'une année sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, ou selon la période qu'il peut y avoir entre deux phénomènes. Si c'est tous les jours, par exemple, je sais pas quelle heure il est là, à 17h46, tous les jours il se passe un truc, là tu peux te poser des questions déjà. Tu te dis, est-ce que ça serait pas quelque chose de naturel qui se produit? Est-ce que à cette heure-là, il n'y a pas la température qui diminue, qui fait que les meubles ils craquent? Et parce que la température diminue, les meubles ils bougent, tu vois. Tu peux te poser des questions.
soit ça, soit une date anniversaire qui pourrait effectivement dire que te faire penser que ça peut être une entité qui à cette date anniversaire fait quelque chose. Mais en tout cas, ça permet quand même de poser des bases, d'avoir un peu la photographie écrite de ce que tu as vécu à un moment donné, quoi.